Pompier. Je suis pompier depuis mes 20 ans. Comme mon père et mon grand-père l'étaient avant moi. Je n'ai pas vraiment eu le choix. Dans mes rêves, je leur courais après. Nous, les pompiers d'Amérique, nous avons un règlement simple. 1. Répondre promptement à l'appel. 2. Mettre le feu promptement. 3. Tout brûler. 4. Revenir immédiatement à la caserne et faire son rapport. 5. Rester en état d'alerte dans l'éventualité d'un autre appel. Nous mettons le feu aux livres et aux maisons qui les cachent. Nous mettons le feu aux livres et aux maisons qui les cachent. Le plaisir d'incendier, quel plaisir extraordinaire c'est de voir les choses se faire dévorer, de les voir noircir et se transformer. Le plaisir d'incendier. Les poings serrés sur l'ampoule de cuivre, armés de ce piton géant qui crache son venin de pétrole sur le monde. Nos casques numérotés 451 sur la tête. Une flamme orange dans les yeux à la pensée de ce qui va se produire. On actionne l'imiteur et la maison d'école dans un feu vorace qui embrase le ciel du soir, de rouge, de jaune et de noir, comme à la parade. On avance dans une nuée de lucioles. Et les livres s'envolent en tourbillons d'étincelles avant d'être emportés par un vent noir de suie. Das waren Arbeiten, die man eigentlich einem Maschinisten hätte überlassen können. Aber der Offizier führte sie mit einem großen Eifer aus. Après sa vie de châteauneuf, ce que le pape aimait le plus au monde, c'était Samuel. Le bonhomme en raffolait de cette bête-là. O muse, o alto ingegno ormai aiutate, o mente che scrivesti ciò ch'io vidi, qui si parla la tua nobiltà. Être malade et renvoyer les consolateurs, se lier d'amitié avec des sourds qui n'entendent jamais ce que tu veux. To die, to sleep, no more. And by asleep to say we end at the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. It is a consummation devoutly to be wished. L'heure a changé d'aspect. Les glaces se sont ternies. Les fauteuils sont face aux glaces. Manger les grands sans Fahrenheit 451. J'arborais le sourire féroce de tous les hommes roussis et repoussés par les flammes. Je savais que plus tard, au bord du sommeil, ce sourire farouche resterait prisonnier des muscles de mon visage. Jamais il ne me quittait, ce sourire. Jamais, au grand jamais. De retour à la caserne, je lançai un coup d'œil à mon reflet dans la glace, à ce clown carbonisé. Je me douchais et, sifflotant, les mains dans les poches, je sortis de la caserne. J'enfilai la rue aux couleurs de minuit en direction du métro. Sous la pression de l'air comprimé, la rame fila sans bruit et me déposa au pied de l'escalier mécanique qui débouche sur la banlieue. Je me dirigeais vers l'angle de la rue sans penser à rien de particulier. Avant d'atteindre le coin, pourtant, je ralentis, comme si un souffle de vent s'était levé de nulle part. Comme si je m'étais entendu appeler par mon nom. Je tournai l'angle. Oh, bonsoir. Vous êtes nouvelle dans le voisinage, n'est-ce pas? Les feuilles d'automne voletaient au ras du trottoir baigné de lune, donnant l'impression que la jeune fille qui s'y déplaçait, comme fixée sur un tapis roulant, se laissait emporter par le mouvement du vent. La tête à demi penchée sur le sol, elle regardait ses chaussures rompre le tourbillon des feuilles. Et vous devez être le pompier. Vous avez dit ça d'une drôle de voix. Je l'aurais deviné les yeux fermés. Ah, l'odeur du pétrole. Impossible de la faire disparaître complètement. Effectivement, oui. J'avais l'impression qu'elle tournait autour de moi.
qu'elle me secouait calmement, qu'elle vidait mes poches sans qu'elle eût à effectuer le moindre mouvement. Ça vous dérange pas si je rentre avec vous? Je m'appelle Clarisse McClellan. Clarisse. Guy Montag. Allons-y. Qu'est-ce que vous fabriquez dehors à une heure aussi tardive? Quel âge avez-vous? Eh bien, j'ai 17 ans et je suis folle. Mon oncle affirme que les deux vont toujours ensemble. Il m'a dit, lorsqu'on te demande ton âge, réponds toujours que tu as 17 ans et que tu es folle. Nous avancions sur le trottoir argenté dans la nuit. Un soupçon d'abricots et de fraises fraîchement cueillies flottait dans l'air. Je regardais autour de moi et me rendis compte que c'était absolument impossible à une heure aussi avancée de la nuit et... Agréable de se promener à cette heure de la nuit. J'aime humer les choses et regarder les choses. Il m'arrive de marcher toute la nuit, de rester debout et de regarder le soleil se lever. Vous savez, j'ai pas du tout peur de vous. Pourquoi auriez-vous peur? Tant de gens ont peur. Peur des pompiers, je veux dire. Mais vous n'êtes qu'un homme après tout. Vous permettez que je vous pose une question? Vous arrive-t-il de lire les livres que vous brûlez? C'est contre la loi, hein? Ah oui, c'est vrai. C'est un chouette boulot. Brûle, brûle, brûle. Brûle le lundi, Miller, mercredi, Shakespeare, vendredi, Faulkner. Réduis-les en cendres et brûle les cendres. Et brûle, brûle, brûle. C'est notre slogan officiel. C'est vrai qu'autrefois les pompiers éteignaient le feu au lieu de l'allumer? Non. Les maisons ont toujours été inifugées. C'est bizarre, j'ai entendu dire qu'autrefois il était courant que les maisons prennent feu, par accident, et qu'on avait besoin de pompiers pour éteindre les incendies. Pourquoi riez-vous? Je ne sais pas. Pourquoi cette question? Vous riez quand je n'ai rien dit de drôle et vous répondez tout de suite. Vous ne prenez jamais le temps de réfléchir à la question que je vous ai posée. Vous alors, vous êtes un sacré numéro? Vous ne savez donc pas ce que c'est que le respect? Et ça, 451 cousu sur ma manche, ça vous dit rien? Si, vous avez déjà regardé les jet cars foncer sur les boulevards par là-bas? Vous changez de sujet. Il m'arrive de penser que les conducteurs ne savent pas ce que c'est que l'herbe ou les fleurs parce qu'ils ne laissent jamais leurs yeux s'attarder dessus. Un jour, mon oncle s'est avisé de conduire lentement sur une autoroute et roulait à 70 à l'heure. Il a eu droit à 2 jours de prison. C'est drôle, non? Et triste aussi. Vous ne trouvez pas? Vous pensez trop. Je regarde rarement les murs écrans et je ne vais guère aux courses ou dans les parcs d'attractions. Alors j'ai beaucoup de temps à consacrer aux idées biscornues, je crois. Vous avez vu les panneaux d'affichage de 60 mètres de long en dehors de la ville? Saviez-vous qu'avant il ne faisait que 6 mètres de long, mais qu'avec la vitesse croissante des voitures, il a fallu étirer la publicité pour qu'elle puisse garder son effet? J'ignorais ça. Je parie que je sais autre chose que vous ignorez. Quoi? Il y a de la rosée sur l'herbe le matin. Et voilà que je ne me rappelais plus si je savais cela ou non. Et si vous regardez bien, on distingue le visage d'un bonhomme dans la lune. Il y avait longtemps que je n'avais pas regardé de ce côté-là. Voilà, c'est chez moi, je suis arrivée. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Pourquoi toutes les lumières sont-elles allumées? Oh, c'est simplement mon père, ma mère et mon oncle qui bavardent. C'est comme se promener à pied, sauf que c'est plus rare. Mon oncle a été arrêté une autre fois, je vous ai pas raconté, simplement parce qu'il allait à pied. Nous sommes des gens très bizarres. Mais de quoi parlez-vous? Bonsoir. Elle s'engagea dans l'allée, puis elle parut se souvenir de quelque chose. Elle revint sur ses pas et elle posa sur moi un regard plein d'étonnement et de curiosité. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que je suis quoi? Mais elle était déjà repartie, courant dans le clair de lune. Heureux. Elle était bien bonne, celle-là. Évidemment que j'étais heureux. Qu'est-ce qu'elle s'imaginait, que je ne l'étais pas? Étrange rencontre par une nuit étrange. Je ne me souvenais de rien de semblable. À l'exception d'une après-midi, il y avait de cela 1 an, où j'avais rencontré dans le parc un vieil homme avec qui j'avais parlé. Je rentrais chez moi. J'ouvris la porte de ma chambre à coucher. Cela revenait à entrer dans le froid glacial d'un mausolée. Une obscurité totale, pas le moindre soupçon du monde argenté au dehors, les fenêtres hermétiquement fermées. Et je sentis mon sourire s'estomper, fondre
se racornir comme du vieux cuir. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas heureux. Il était 2 heures du matin. Ne s'était-il écoulé qu'1 heure depuis ma rencontre avec Clarisse? 1 heure seulement, et le monde entier avait fondu. Fondu pour ressurgir sous une forme nouvelle et incolore. J'ouvris en grand la porte-fenêtre pour laisser entrer l'air nocturne. Des rires. Des rires couraient sur la pelouse baignée de lune en provenance de la maison de Clarisse. Mais détendu, chaleureux, nullement forcé, il fusait de cette maison qui brillait de tous ses feux en plein milieu de la nuit alors que toutes les autres maisons s'étaient repliées sur leurs ténèbres. J'écoutais les voix, j'entendais les voix parler, s'éteindre, repartir, tisser et retisser un réseau hypnotique. 1, 2, 3, 1, 2, 3. La pluie, l'orage, le tonnerre, le monde entier qui se répand en eau, tout qui se met à dévaler dans un grondement, dans un torrent impétueux qui se précipite vers le matin. Je ne sais plus rien, me suis-je dit avant de laisser fondre un losange sur ma langue, un losange dispensateur de sommeil. Le lendemain, en fin d'après-midi, j'enfilai ma tenue de pompier et me préparais à partir pour la caserne, mais il se remit à pleuvoir. En attendant, debout, dans le couloir de ma maison, je passais un long moment à regarder la grille du climatiseur. Et je me rappelais soudain qu'il y avait quelque chose de caché derrière cette grille. Quelque chose qui, en cet instant, semblait m'observer. Lorsque l'averse se calma, je sortis. La jeune fille marchait la tête rejetée en arrière, exposant son visage aux dernières gouttes. Elle sourit en me voyant. Salut. Salut. Qu'est-ce que vous faites encore? Je continue de faire la folle. J'adore marcher sous la pluie. Je ne crois pas que j'aimerais ça. Il faudrait essayer pour savoir. Même le goût de la pluie est agréable. C'est à ça que vous passez votre temps? À tâter de tout au moins une fois? Parfois 2. Maintenant, il faut que j'aille voir mon psychanalyste, on me force à y aller. Je n'ai pas de mal à croire que vous en ayez besoin. Vous ne parlez pas sérieusement? Non, je ne parle pas sérieusement. Mon psychanalyste veut savoir pourquoi je vais me promener, pourquoi je marche dans les bois, pourquoi je regarde les oiseaux et collectionne les papillons. Un jour, je vous montrerai ma collection. Bonne idée. Ils veulent savoir à quoi je passe mon temps. Je leur dis qu'il m'arrive de rester simplement assise à réfléchir, mais je leur dis pas à quoi, je les fais marcher. Il y a aussi des fois, je leur dis, où j'aime renverser la tête comme ça et laisser la pluie couler dans ma bouche. On jurerait du vin. Vous n'avez jamais essayé? Non, Et maintenant, est-ce que je peux encore vous fâcher? Allez-y. Comment ça a commencé? Avez-vous choisi votre métier? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce travail? Vous n'êtes pas comme les autres. Quand je vous parle, vous me regardez. Quand j'ai dit quelque chose à propos de la lune hier soir, vous avez regardé la lune. Jamais les autres ne feraient ça. Les autres me planteraient là et me laisseraient parler toute seule ou me menaceraient. Vous êtes un des rares à pouvoir me supporter. Voilà pourquoi je trouve tellement bizarre que vous soyez pompier. Ça ne vous va pas du tout dans un sens. Je sentais mon corps se scinder en 2. Entre chaleur et froidure. Entre tendresse et dureté. Entre tremblement et impassibilité. Chacune des moitiés grinçant l'une contre l'autre. Vous feriez me filer à votre rendez-vous. Et elle fila, me laissant debout sous la pluie. Ce fut au bout d'un long moment que je retrouvai l'usage de mes membres. Et puis, très lentement, tout en marchant, je relevai la tête en arrière, et même si ce ne fut que quelques instants, j'ouvris la bouche.
Le limier robot dort, sans vraiment dormir. Il vit sans vraiment vivre dans sa niche qui bourdonne, tout doux, vibre, tout doux. Vague halo de lumière dans un coin sombre de la caserne. La chiche lueur d'1h du matin. Le clair de lune qui tombe par la grande baie vitrée se reflète ici et là sur le laiton, le cuivre et l'acier du fauve. La lumière joue sur des parcelles de verre rubis et sur le nylon des poils antennes plantées dans la truffe de la créature qui frissonne. Et tout doux, tout doux. Ses 8 pattes repliées façon araignée. La nuit, quand nous trouvons le temps long. Ce qui nous arrive tous les jours. Nous glissons au bas des mâts de cuivre. Nous modifions les paramètres du système olfactif du limier. Nous lâchons des rats dans la cour. Et des paris s'engagent sur l'animal que le limier attrapera en premier. Les bêtes sont mises en liberté. 3 secondes plus tard, la partie est jouée. Le rat est saisi en pleine course. Il reste prisonnier des pattes qui se font alors de velours, tandis qu'une aiguille d'acier de 10 cm de long jaillit de la trompe du limier et injecte des doses massives de morphine ou de procaïne. La victime est ensuite jetée dans l'incinérateur et une autre partie commence. Montag se laisse glisser au bas du mât de cuivre. Il sort pour contempler la ville. J'allume une cigarette et je reviens me pencher sur le limier. On dirait une énorme abeille. Une énorme abeille qui, le corps saturé d'un pollen toxique, en cuivrait la malignité. Je lui touche le museau. Hein? Il grogne. Oh! Calme! Le limier se soulève à demi dans sa niche. Il fixe sur Montag le néon vert bleuté qui s'est soudain mis à palpiter dans ses protubérances oculaires. L'aiguille argentée pointe de 2 cm et se rétracte, pointe et se rétracte. Je recule, j'empoigne le mât de cuivre d'une main, le mât réagit, coulisse vers le haut et... m'emporte à travers le plafond. En bas, le limier se recouche et se remet à bourdonner, tout doux, seul dans son coin, ses yeux à facettes désormais en paix. Montag tremble. Son visage est d'une pâleur tirant sur le verdâtre. On lui adresse un bref regard, mais sans aucun commentaire. Seul le capitaine se montre curieux. Montag? Il ne m'aime pas. Qui ça, le limier? Allons donc. Il n'aime pas plus qu'il ne déteste. Il fonctionne, c'est tout. Il obéit à la trajectoire que nous lui fixons. Il suit la piste, atteint sa cible, revient et se déconnecte. Il n'est fait que de fils de cuivre, de batterie et d'électricité. Son système informatique peut être réglé sur n'importe quel paramètre, d'accord? Tous ces dosages et pourcentages chimiques qui définissent chacun d'entre nous sont enregistrés dans le fichier central en bas. N'importe qui pourrait facilement modifier partiellement la mémoire du limier. Ce qui expliquerait ce qu'il vient de faire. Il a réagi à mon approche. Fichtre. Il était irrité. Sans être vraiment en colère, quoi. Juste assez de mémoire pour que le limier grogne à mon contact. Une mémoire programmée par je ne sais qui. Qui irait faire une chose pareille? Vous n'avez pas d'ennemis ici. Qui? Pas que je sache. Nous ferons vérifier le limier par nos techniciens demain. Oui. C'était pas la première fois qu'il me menace. Le mois dernier, il m'a fait ça 2 fois. Je ne tiens pas à être sa prochaine victime. Pourquoi ça? Allons. Vous avez la conscience tranquille, Montag. D'un coup, je songeais à la grille dans le couloir de ma maison et à ce qui était caché derrière. Si quelqu'un était au courant à la caserne, ne se pouvait-il pas qu'il soit allé rapporter la chose au limier?
non, Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours, chaque fois que je sortais de chez moi, Clarisse apparaissait quelque part dans le monde. Une fois, je la vis secouer un noyer. Une autre fois, assise sur la pelouse en train de tricoter un pull bleu. Vous avez déjà reniflé les vieilles feuilles? Ne sentent-elles pas la cannelle? Tenez, sentez. Oh, ma foi. Oui, effectivement, ça sent un peu la cannelle. Vous avez toujours l'air effarouché. Non, mais c'est simplement que je Avez-vous n'ai... regardé ces panneaux étirés en longueur dont je vous ai parlé? Il me semble... Ah oui, oui, ouais. Votre rire est devenu beaucoup plus charmant, Vraiment? beaucoup plus détendu. Je me sentais à l'aise, euphorique. Montag! Vous vous ruez à ce mât comme un oiseau dans un arbre. Non, non. Allons, ne restez pas là. On vient d'avoir un appel. Bien, je prends mon casque. Encore une femme qui dénonce son voisin. Un jour, il pleuvait. Le lendemain, il faisait beau. Le surlendemain, le temps était doux. Et le jour suivant, cette douceur se transformait en une fournaise estivale. Et le visage de Clarisse était tout bronzé en fin d'après-midi. Pourquoi n'êtes-vous pas à l'école? Oh, on se passe fort bien de moi. Je suis asociale, paraît-il. Mais je ne pense pas que ce soit favoriser la sociabilité que de réunir tout un tas de gens et de les empêcher ensuite de parler. Vous savez, on ne pose jamais de questions, les réponses arrivent toutes seules, bing, 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 et on reste assis des heures à subir le téléprof. On nous abrutit tellement qu'à la fin de la journée, on n'a plus qu'une envie, se coucher ou aller dans des parcs d'attractions. Au fond, je dois être ce qu'on m'accuse d'être. Je n'ai pas d'amis. C'est censé prouver que je suis anormale. Mais tous les gens que je connais passent leur temps à brailler, à danser comme des sauvages ou à se taper dessus. Vous avez remarqué à quel point les gens se font du mal aujourd'hui? Mais vous parlez comme une vieille personne. Il y a des moments où j'ai l'impression d'être une antiquité. J'ai peur des enfants de mon âge. Ils s'entretuent. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Mon oncle dit que non. Montag! Cette fois-ci, je vous ai vu entrer par la porte de derrière. C'est le limier qui vous embête? Non, non. À 3 ou 4 reprises, je trouvais un bouquet de fleurs tardives sur mon perron, ou une poignée de marrons dans un sachet, ou encore des feuilles d'automne épinglées sur un papier blanc punaisé à ma porte. Il m'arrive de passer toute une journée dans le métro à regarder et écouter les gens. J'ai simplement envie de comprendre qui ils sont, ce qu'ils veulent et où ils vont. Des fois, je les écoute en douce et vous savez quoi? Quoi? Les gens ne parlent de rien. Allons donc, il faut bien qu'ils parlent de quelque chose. Non, non, de rien. Ils citent toute une ribambelle de voitures, de vêtements et de piscines et disent super, mais ils disent tous la même chose et jamais personne n'est d'un avis différent. Tac! Ouais. En voici une bien bonne. J'ai entendu ça ce matin. Il y a un pompier de Seattle qui a délibérément programmé un limier robot sur ses propres données chimiques et l'a lâché. Comment vous appelleriez ce genre de suicide? Et les musées? Vous y êtes déjà allé? Rien que de l'abstrait. Mon oncle dit qu'autrefois c'était différent. Jadis, il y avait des tableaux qui exprimaient des choses ou même représentaient des gens. Votre oncle par-ci, votre oncle par-là. Votre oncle doit être un homme remarquable. Pour ça, oui, c'est sûr. Bon, il faut que je me sauve. Au revoir, monsieur Montag. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
C'est alors que Clarisse disparaît. 1h35, jeudi matin, 4 novembre. La guerre peut être déclarée d'une heure à l'autre. Notre pays est prêt à défendre ses positions et à repousser les assauts des armées étrangères. Les cartes qui voltigent, le mouvement des mains, les paupières, le claquement des cartes sur la table, tous les sons de la caserne me parvenaient derrière mes yeux fermés, derrière la barrière que j'avais provisoirement dressée. Hé, Montag, Hein? qu'est-ce qui ne va pas? Hein? C'est à vous de jouer. Ouais. Non, je réfléchissais au feu de la semaine dernière. Le type dont on a cramé la bibliothèque, qu'est-ce qui lui est arrivé? On l'a embarqué pour l'asile. Les hurlements qu'il poussait. Il n'était pas fou. Tout homme qui croit pouvoir nous berner est un fou. Mais j'essayais simplement, de m'imaginer ce qu'on ressentirait. Si les pompiers venaient brûler nos maisons et nos livres, je veux dire. Nous n'avons pas de livres. Mais si on en avait... En avant! Je me laissais glisser au bas du mât, comme dans un rêve. Le limier robot se dressa dans sa niche, les yeux pareils à 2 flammes vertes. Montag, vous oubliez votre casque? Ah oui. Je le décrochai du mur, courus, sautai, et nous fonçâmes dans la nuit, opposant aux assauts du vent le hurlement de notre sirène et le ferraillement tonitruant de notre engin. Voilà. C'était une maison de 2 étages. Beatty enfonça la porte d'entrée, mais il empoigna une femme qui pourtant ne courait pas. Et elle n'essayait pas de s'enfuir. Elle se tenait simplement debout, les yeux fixés dans le vide, comme si on lui avait asséné un grand coup sur la tête. Et en un clin d'œil, nous, hop, on était dans le grenier. Quelle plaie! D'habitude, la police arrive d'abord, bâillonne la victime et l'embarque pieds et poings liés, de sorte qu'en arrivant, on trouve une maison vide. On ne fait de mal à personne, on ne fait du mal qu'aux choses. Ouais, mais que ce soir, quelqu'un s'est planté. Cette femme gâche le rituel. Sa présence au rez-de-chaussée fait planer dans les pièces vides un grondement lourd de reproches. Les règles du jeu sont faussées. Et j'en ressens une immense irritation. Elle ne devrait pas être là. En plus de tout le reste. Et tes livres nous tombent dessus. Les épaules, les bras, le visage. Un livre m'atterrit dans les mains, presque docilement, comme un pigeon blanc, les ailes palpitantes. Dans la bousculade, je n'ai le temps d'en lire qu'une ligne. Le temps s'est endormi dans le soleil de l'après-midi. Je lâche le livre. Aussitôt, un autre me tombe dans les mains. Et là, ma main se referme comme une bouche, écrase le livre contre ma poitrine avec une ferveur sauvage. Là-haut, on lance dans l'air poussiéreux des pelletés de magazines qui s'abattent comme des oiseaux massacrés. Tandis qu'en bas, telle une petite fille, la femme reste immobile au milieu des cadavres de livres. Je n'y suis pour rien, c'est ma main qui fait tout. Ma main s'est transformée en voleuse. Voilà qu'elle fourre le livre sous mon bras, le presse contre mon aisselle en sueur et ressurgit, vide, avec un geste de prestidigitateur. Montag, restez pas là. Les livres gisent comme des monceaux de poissons mis à sécher. On danse, on glisse et on tombe dessus. Des titres dardent nos yeux d'or, s'éteignent, disparaissent. On se met à pomper le liquide froid au réservoir numéroté 451, fixé à nos épaules. On asperge chaque livre, on inonde toutes les pièces. Et puis on se précipite en bas. Je titube. Derrière eux, dans des vapeurs de pétrole, Beatty ordonne à la femme de nous suivre. La maison va sauter en boucle. Allez, suivez-nous. Elle ne veut pas nous suivre. Alors, emmenez-la de force. Agenouillée au milieu des livres, la femme caresse le cuir et le carton détrempé, lit les titres dorés du bout des doigts, tandis que ses yeux nous accusent. Elle déplie légèrement les doigts d'une main et dans sa paume apparaît un petit objet défilé, une simple allumette de cuisine. À sa vue, les hommes se ruent hors de la maison. Je recule et m'éloigne à mon tour. Sur le perron, où elle s'est avancée pour nous soupeser tranquillement du regard, la femme se tient immobile. Beatty actionne son igniteur pour mettre le feu au pétrole. Trop tard, la femme tend le bras et gratte l'allumette.
On a brûlé une vieille femme avec ses livres. On a brûlé des livres de Dante, des livres de Swift, des livres de Marc Aurèle. Il doit y avoir quelque chose dans ces livres. Des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Pour amener une femme à rester dans une maison en flammes, oui, il doit y avoir quelque chose. On n'agit pas comme ça pour rien. Je sentais le livre que je cachais battre comme un cœur contre ma poitrine. J'arrivais chez moi, je m'écroulais sur le lit. Qu'était-il arrivé? Un feu, c'est tout. Mais ce feu-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Toute la nuit, j'essayais de l'éteindre dans ma tête. C'était à devenir fou. Et ce n'était pas seulement la mort de cette femme. Cette nuit-là, j'ai pensé à tout le pétrole que j'avais déversé depuis 10 ans. Et j'ai pensé aux livres. Pour la première fois, je me suis rendu compte que derrière chacun de ces livres, il y avait un homme. Un homme qui avait mis du temps pour les écrire. Jamais cette idée ne m'était venue. Si ça se trouve, il avait fallu toute une vie à un homme pour mettre certaines de ses idées par écrit. Et moi, j'arrivais en 2 minutes et boum, tout était fini. Au dehors, une ombre bougeait. Un vent d'automne se leva, mais il y avait autre chose dans le silence. Comme un souffle contre la fenêtre, comme une traînée de vapeur luminescente verdâtre, le limier. Il était de sortie, il était là dehors. Au matin, j'avais de la fièvre et des frissons, j'étais incapable d'aller travailler. Et j'avais peur d'appeler le capitaine Beatty pour le lui dire. Je savais qu'à la fin, la conversation donnerait ceci. Oh oui, capitaine, je me sens déjà mieux. Je serai là ce soir à 10h. Je vis une voiture à l'insigne du Phénix s'arrêter devant chez moi. Un homme en chemise noire avec un serpent orange brodé sur le bras remontait l'allée. Le capitaine Beatty. L'important pour vous, Montag, c'est de vous souvenir que nous sommes les garants du bonheur. Qu'est-ce que nous désirons par-dessus tout dans ce pays? Les gens veulent être heureux, d'accord? Eh bien, ne le sont-ils pas? Ne veillons-nous pas à ce qu'ils soient toujours en mouvement? À ce qu'ils aient des distractions? Nous ne vivons que pour ça, non? Pour le plaisir. L'excitation. Et vous devez admettre que notre culture nous fournit tout ça à foison. Mais je ne crois pas que vous vous rendiez compte, Montag, de votre importance pour la préservation du bonheur qui règne en notre monde. Nous, les pompiers d'Amérique, faisons front contre la petite frange de ceux qui veulent affliger les gens avec leurs théories et leurs idées contradictoires. Autrefois, les livres n'intéressaient que quelques personnes ici et là. Ils pouvaient se permettre d'être différents. Le monde était vaste. Mais le voilà qui se remplit d'yeux, de coudes, de bouche. Et la population de doubler, tripler, quadrupler, cinéma, radio, télévision. On a commencé à avoir là des phénomènes de masse. Et parce que c'était des phénomènes de masse, ils se sont simplifiés, nivelés par le bas, normalisés en une vaste soupe. Condensés, digest, abrégés. Les classiques ramenés à des émissions de radio d'1 quart d'heure, puis coupés de nouveau, pour ne finir qu'en un résumé de 10 à 12 lignes. Ah, enfin, tous les classiques à notre portée, ne soyons plus en reste avec vos voisins. Et tout se volatilise. La vie devient un immense tape-cul, Montag. Un concert de bing-bong. Ouah.
Place au club. Et aux soirées entre amis, aux acrobates, aux prestidigitateurs, au sexe et à l'héroïne. Si la pièce est mauvaise, si le film ne raconte rien, si la représentation est sans intérêt, collez-moi une dose massive de térémine. Ouais, je me croirais sensible au spectacle. Tout ce que je réclame, c'est de la distraction. Encore plus d'images. Et voilà. Montag. Tout ça n'est pas venu d'en haut. Il n'y a pas eu de décret de déclaration de censure au départ. Ah non. La technologie, l'exploitation de la masse, la pression des minorités et le tour était joué. Dieu merci. Ainsi, quand les maisons ont été enfin totalement inifugées dans le monde entier, les pompiers à l'ancienne sont devenus obsolètes. Ils se sont vus assigner une tâche nouvelle. La protection de la paix de l'esprit. Nous ne naissons pas libres et égaux, comme le proclame la Constitution. On nous rend égaux. Chaque homme doit être à l'image de l'autre. Comme ça, tout le monde est content. Conclusion. Un livre est un fusil chargé dans la maison d'à côté. Brûlons-le. Déchargeons l'arme. Battons en brèche l'esprit humain. Les pompiers sont devenus le centre de notre crainte, aussi compréhensible que légitime, d'être inférieur. Montag. Censeur, juge et bourreau officiel. Voilà ce que vous êtes, Montag. Et voilà ce que je suis. Les Noirs n'aiment pas Little Black Sambo. Brûlons-le. La case de l'oncle Tom met les Blancs mal à l'aise. Brûlons-le. La sérénité, Montag. La paix, Montag. Si vous ne voulez pas qu'un homme se rende malheureux avec la politique, n'allez pas lui casser la tête en lui proposant 2 points de vue sur une question. Proposez-lui en un seul. Mieux encore, ne lui en proposez aucun. La paix, Montag. Proposer des concours où l'on gagne en se souvenant des paroles de quelques chansons populaires ou du nom de la capitale de tel ou tel État. Bourrer les gens de données incombustibles, gorgez-les de faits, qu'ils se sentent gavés d'informations et absolument brillants. Ils auront alors l'impression de penser. Et ils seront heureux. Ne les engagez pas sur des terrains glissants comme la philosophie ou la sociologie pour relier les choses entre elles. C'est la porte ouverte à la mélancolie. Tout homme capable de démonter un télécran mural et de le remonter est plus heureux que celui qui essaie de mettre l'univers en équation. Ce qui ne peut se faire sans que l'homme se sente solitaire et ravalé au rang de la bête. Je le sais. J'ai essayé. Un dernier mot, Montag. Une fois au moins dans sa carrière, tout pompier se demande « Qu'est-ce que racontent les livres ?» Eh bien, Montag, croyez-moi, sur parole, il ne raconte rien. Il court dans tous les sens, mouchant les étoiles et éteignant le soleil. On en sort, mais complètement déboussolé. Et maintenant, Montag, que se passe-t-il si un pompier, par accident, sans intention vraiment précise, ramène un bouquin chez lui ? Erreur bien naturelle, simple curiosité. On ne va pas s'inquiéter outre mesure, ni en faire tout un plat. On laisse le pompier garder le livre. 24 heures. Et si passé ce délai, il ne l'a pas brûlé, on vient simplement le brûler pour lui. Eh bien, Montag, vous prendrez votre service un peu plus tard, aujourd'hui. On a des chances de vous voir cette nuit ? Je ne sais pas. Quoi ? Je viendrai plus tard, peut-être. Sûr que vous nous manquerez si vous ne vous pointez pas. Requinquez-vous.
jamais je ne retournerai à la caserne. Enfin, j'en sais rien. Pour l'instant, j'ai juste envie de tout foutre en l'air. Je sais pas ce que j'ai. Je suis horriblement malheureux, je sais pas pourquoi. Pour un peu, je me mettrai à lire des livres. Seigneur, pourquoi tous ces engins tournent là-haut? Qu'est-ce que ces bombardiers fichent là-haut? Et pourquoi tout le monde refuse d'en parler? Est-ce parce qu'on s'amuse tellement chez nous qu'on a oublié le reste du monde? Peut-être que ces livres peuvent nous sortir de cette caverne. Peut-être qu'ils peuvent nous empêcher de commettre les mêmes erreurs insensées, 1 heure par jour, 2 heures avec un livre, et peut-être que... Je retirai la grille du climatiseur, allongeai le bras loin à l'intérieur et sortis un livre. Je le laissais tomber par terre, puis je répétais mon geste, continuant à faire pleuvoir des livres, des petits, des gros, des jaunes, des rouges, des verts, si bien qu'à la fin, il y eut une 20aine de livres qui gisaient au sol. Je voulais y jeter un coup d'œil. Au moins une fois. Ensuite, si ce que disait le capitaine était vrai, je les brûlerais, promis. Promis juré, je les brûlerais, mais... s'il y avait quelque chose là-dedans, rien qu'une petite chose à tirer de tout ce gâchis, par où commencer? Ça n'allait pas être facile, je n'avais rien pour me guider. Je parcourus une 12aine de pages au hasard et tombais par hasard sur ce passage. On a calculé que 11 000 personnes ont bien des fois préféré souffrir la mort plutôt que de se résoudre à casser les œufs par le petit bout. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je recommençais en partant du début. De l'autre côté de la porte, un léger grattement. Un reniflement lent, inquisiteur. Une bouffée de vapeur électrique. Le limier. Remettons-nous au travail. Je passais tout un long après-midi à lire. Et je découvris que le livre que j'avais volé la veille était un exemplaire de la Bible. Mais je devais le rendre au capitaine le soir même. Et je me demandais, le capitaine Beatty sait-il quel livre j'ai volé? Et s'il ne le sait pas, lequel choisir en remplacement? Est-ce que je lui rapporte Jefferson? Est-ce que je lui rapporte Thoreau? Lequel est le moins précieux? Si j'opte pour un autre et que Beatty sait lequel j'ai volé, il va penser que j'ai ici toute une bibliothèque. J'avais besoin de quelqu'un qui puisse m'aider, mais où trouver de l'aide? Où trouver un guide? Je fermai les yeux, et une fois de plus m'apparut l'image du parc verdoyant 1 an plus tôt. Oui, je me souvenais clairement du geste vif de ce vieil homme, là, ce geste pour cacher quelque chose sous son manteau. Je m'étais assis à côté de lui, et le vieil homme m'avait parlé d'une voix blanche. Il m'avait avoué être un professeur d'anglais à la retraite. Puis il avait récité quelque chose que j'avais perçu comme un poème en prose. Il parlait d'une voix douce, une main posée sur la poche de son manteau. Et je savais qu'un geste m'aurait suffi pour retirer de cette poche un recueil de poèmes, mais je n'avais pas bougé. Et même sans s'en apercevoir, sans s'apercevoir que j'étais pompier, le vieil homme avait noté son adresse sur un bout de papier. Le professeur Faber. Je retrouvais le papier dans mon classeur et composais le numéro. Allô, professeur? Professeur Faber? Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on s'est rencontrés dans le parc il y a 1 an. Vous m'aviez donné votre numéro, je suis Guy Montag. Oui. Monsieur Montag. Professeur, j'ai une question un peu bizarre à vous poser. Combien reste-t-il d'exemplaires de la Bible dans notre pays? J'ignore de quoi vous parlez. Je veux savoir seulement s'il en reste des exemplaires. C'est un piège que vous me tendez là. Je peux pas parler comme ça à n'importe qui au téléphone. Et combien d'exemplaires de Shakespeare et de Platon? Aucun. Vous le savez aussi bien que moi. Aucun. Allô?
Allô? Je pris l'exemplaire de la Bible et me décidai à rendre visite au professeur Faber. Je me dirigeais vers le métro. Il y avait du monde et je m'aperçus que je tenais le livre à la main. J'allais devoir le rendre à Pity. C'était peut-être le dernier exemplaire de la Bible, alors aucune phrase ne devait m'échapper. Chaque ligne devait s'inscrire dans ma mémoire. Il fallait que j'y arrive. J'ouvris brutalement le livre. La ferme. Des deux côtés du fleuve était l'arbre de vie. Des deux côtés du fleuve. C'est la ferme. Des deux côtés du fleuve était l'arbre de vie. Des deux côtés du fleuve. La ferme. Des deux côtés du fleuve. La ferme. Des deux côtés du fleuve était l'arbre de vie. La ferme. La ferme. La ferme. C'était une supplication, un cri si terrible que les gens me regardaient scandalisés. Ils s'écartaient de ce visage dément, de cette bouche éructante, de ce livre en train de battre des ailes dans mon poing. Des gens, là, ces gens qui, un instant plus tôt, battaient la mesure du pied sous les assauts du dentifrice d'Enam. Du dentifrice d'Enam, dentifrice d'Enam, 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 d'Enam. Les gens cédaient au matraquage. Ils ne s'enfuyaient pas, faute d'endroit où s'enfuir. Le métro filait le long de son tunnel dans la terre. La porte s'ouvrit lentement. Le professeur Faber avait l'air très vieux, très fragile et très effrayé. On aurait dit que le vieillard n'était pas sorti de chez lui depuis des lustres. Son regard tomba sur le livre que je tenais sous le bras et il parut aussitôt moins vieux et moins fragile. Il me laissa entrer. C'est donc vrai? Ce livre, où l'avez-vous eu? Je l'ai volé. Vous êtes courageux. Non. Une de mes amies a disparu. Une autre personne, qui aurait pu être une amie, a été brûlée il y a moins de 24 heures. Vous permettez? Le livre? Oui, allez-y. Il y a tellement longtemps. Je ne suis pas croyant, mais il y a tellement longtemps. C'est aussi beau que dans mon souvenir. Seigneur, comme ils ont changé tout ça aujourd'hui. Je me demande souvent si Dieu reconnaît son propre fils, vu la façon dont on l'a accoutré ou accablé. Savez-vous que les livres sentent la muscade? J'aimais les humer lorsque j'étais enfant. Seigneur, il y avait des tas de jolis livres autrefois, avant que nous les laissions disparaître. Monsieur Montag, c'est un lâche que vous avez en face de vous. J'ai vu où on allait il y a longtemps de ça, et je n'ai rien dit, et lorsqu'en fin de compte, les autodafés des livres ont été institutionnalisés et les pompiers reconvertis, j'ai grogné. 2 ou 3 fois, je me suis tué. Maintenant, il est trop tard. Bon, si vous me disiez ce qui vous amène... Je veux simplement que quelqu'un écoute ce que j'ai à dire. Et peut-être que si je parle assez longtemps, ça finira par tenir debout. Et je veux que vous m'appreniez à comprendre ce que je lis. Qu'est-ce qui a fait tomber la torche de vos mains? Je ne sais pas. On a tout ce qu'il faut pour être heureux, mais on ne l'est pas. Il manque quelque chose. J'ai regardé autour de moi. La seule chose dont je tiens la disparition pour certaines, ce sont les livres que j'ai brûlés toutes ces années. J'ai donc pensé que les livres pouvaient être de quelque secours. Quel incorrigible romantique vous faites. Ce n'est pas de livres que vous avez besoin, mais de ce qu'il y avait autrefois dans les livres. Télévision et radio pourraient aujourd'hui transmettre la même profusion de détails et de savoir, mais ce n'est pas le cas. Les livres n'étaient qu'un des nombreux types de réceptacles destinés à conserver ce que nous avions peur d'oublier. Ils n'ont absolument rien de magique. Il n'y a de magie que dans ce qu'ils disent, dans la façon dont ils cousent les pièces et les morceaux de l'univers pour nous en faire un vêtement. Bien entendu, vous ne pouviez pas le savoir et vous ne pouvez pas encore comprendre ce que je veux dire par là. Mais votre intuition est correcte. C'est ce qui compte. En fait, il nous manque 3 choses. 1.
Savez-vous pourquoi des livres comme celui-ci ont une telle importance? Parce qu'ils ont de la qualité, de la texture. Ce livre a des pores. Il a des traits. Vous pouvez le regarder au microscope. Sous le verre, vous trouverez la vie en son infini foisonnement. Voyez-vous maintenant d'où viennent la haine et la peur des livres? Ils montrent des pores sur le visage de la vie. Les gens installés dans leur tranquillité ne veulent que des faces de lune bien lisses. Sans pores, sans poils, sans expression. Et quelle est la seconde chose dont nous avons besoin? Le loisir. Mais nous avons plein de temps libre. Du temps libre, oui. Mais du temps pour réfléchir? Si vous ne conduisez pas à 150 à l'heure, une vitesse à laquelle vous ne pouvez penser à rien d'autre qu'au danger, vous jouez à je ne sais quoi. Vous restez assis dans une pièce. Oui, vous êtes impossible de discuter avec les 4 murs du téléviseur. Où cela nous mène? Est-ce que les livres peuvent nous aider? Seulement si le 3e élément nécessaire nous est donné. Le droit d'accomplir des actions fondées sur ce que nous apprend l'interaction des 2 autres éléments. Mais je doute fort qu'un vieillard et un pompier puissent faire grand-chose au point où on est la partie. Je peux trouver des livres. C'est risqué. Cet après-midi, je me suis dit que si les livres avaient vraiment de la valeur, on pourrait peut-être dénicher une presse et en réimprimer quelques-uns. Oh! Vous et moi? Ah non. Ça ne vous intéresse donc pas? Pas si vous vous mettez à tenir des propos qui risquent de me mener au bûcher. Je pourrais à la rigueur vous écouter dans l'éventualité, mais c'est la seule, où l'appareil des pompiers serait lui-même détruit par le feu. Maintenant, si vous me proposez d'imprimer des livres et de nous débrouiller pour les cacher chez les pompiers de tout le pays, de façon à semer le doute et la suspicion chez ces incendiaires, là, je dirais bravo. Introduire des livres chez les pompiers, déclencher l'alarme et voir les maisons des pompiers brûler. C'est ça que vous voulez dire? Je plaisantais. Si vous étiez convaincu de l'efficacité d'un tel plan, je serais bien obligé de vous croire. On ne peut rien garantir en ce domaine. Après tout, quand nous avions à notre disposition tous les livres que nous voulions, nous sommes quand même acharnés à trouver la falaise la plus haute d'où nous précipiter. Mais le fait est que nous avons besoin d'apprendre. Et peut-être que dans un millier d'années, nous choisirons des falaises plus modestes pour nous jeter dans le vide. Les livres sont faits pour nous rappeler quels ânes, quels imbéciles nous sommes. La plupart d'entre nous ne peuvent pas courir en tous sens, parler aux uns et aux autres, connaître toutes les cités du monde. Nous n'avons ni le temps, ni l'argent, ni tellement d'amis. Ce que vous recherchez, Montag, se trouve dans le monde, mais le seul moyen pour l'homme de la rue d'en connaître 99%, ce sont les livres. Ne demandez pas de garantie, n'attendez pas le salut d'une seule source. Individu, machine ou bibliothèque. Contribuez à votre propre sauvetage, et si vous vous noyez, au moins mourrez en sachant que vous vous dirigez vers le rivage. Alors, vous êtes partant? Parlez sérieusement. Absolument. C'est un plan astucieux, je dois dire. Voir les casernes des pompiers brûlées dans tout le pays, détruites en tant que foyer de trahison. J'ai la liste de tous les pompiers, avec leur adresse, en travaillant dans la clandestinité. L'embêtant, c'est qu'on ne peut faire confiance à personne. En dehors de vous et moi, qui allumera le feu? N'y a-t-il pas des professeurs comme vous, d'anciens écrivains, historiens, linguistes? Morts. Ou trop âgés. Plus ils seront vieux, mieux ça vaudra, ils passeront inaperçus. Avouez-le, vous en connaissez des douzaines, avouez-le. Oui. Mais ça ne serait que du grignotage de la petite semaine. La culture tout entière est touchée à mort. Il n'y a presque plus personne pour jouer les rebelles. Et parmi les restes, comme moi, la plupart, cèdent facilement à la peur. Vous mettez le doigt dans l'œil. Les gens s'amusent. Ils se suicident. Ils tuent. Patience, Montag. Laissez la guerre faire son œuvre. Notre civilisation est en train de voler en éclats. Tenez-vous à l'écart de la centrifugeuse. Il faut que quelqu'un soit prêt quand elle explosera. Les hommes ne feront que rassembler leurs pierres pour se les lancer les uns aux autres. Rentrez chez vous, Montag. Allez vous coucher. Pourquoi perdre vos dernières heures à pédaler dans votre cage en niant être un écureuil? Donc, ça ne vous intéresse plus? Ça m'intéresse tellement que j'en suis malade. Et vous ne voulez pas m'aider? Bonsoir. Aimeriez-vous posséder ce livre? Je donnerai mon bras droit pour l'avoir. Non, qu'est-ce que vous faites? Non!
connais un homme qui a imprimé le bulletin de notre collège il y a 50 ans. On pourrait commencer par quelques livres. Attendre que la guerre disloque le système et nous donne le coup de pouce dont nous avons besoin à les filer. Il faut que vous soyez à l'heure à la caserne. Demain, je verrai cet imprimeur au chômage. Tenez, gardez la Bible. Je donnerai un autre livre au capitaine. Bonsoir, professeur. Merci. Bonne chance. Minuit 45, vendredi 5 novembre. Nous avons mobilisé 1 million d'hommes. Une victoire éclair nous est acquise si la guerre éclate. Salut. Bonsoir, capitaine. Tiens. Voilà que nous arrive un drôle d'animal. Dans toutes les langues, on appelle ça un idiot. Donnez le livre. Poubelle. Ah, la crise est passée et tout est bien. La brebis est de retour au bercail. Ah, nous sommes tous des brebis à qui il est arrivé de s'égarer. La vérité, en fin de compte, avons-nous crié. Ceux qui accompagnent de nobles pensées ne sont jamais seuls. Avons-nous clamé à nos propres oreilles. Suave nourriture d'un savoir suavement énoncé, a dit Sir Philip Sidney, mais d'un autre côté. Les mots sont pareils aux feuilles. Quand ils abondent, l'esprit a peu de fruits à cueillir à la ronde. Alexander Pope. Ça donne quoi dans votre cas, Montag? Je vais vous le dire. Ça vous a transformé momentanément en ivrogne. Lisez quelques lignes, et c'est la chute dans le vide. Boum! Vous êtes prêts à faire sauter le monde, à trancher des têtes, à déquiller femmes et enfants, à détruire l'autorité. Je sais, je suis passé par là. Restez pompiers, Montag. Tout le reste n'est que désolation et chaos. Quels traîtres peuvent être les livres? On croit qu'ils vous soutiennent et qu'ils se retournent contre vous. D'autres peuvent pareillement les utiliser et vous voilà perdus au milieu de la lande, dans un vaste fouillis de noms, de verbes et d'adjectifs. Ah, cette fois, c'est un cas à part. Allez, du nerf, en avant! Beatty ne conduisait jamais, mais ce soir il était au volant de notre engin, penché en avant sur le trône surélevé, son gros ciré noir flottant derrière lui, ce qui le faisait ressembler à une énorme chauve-souris filant plein vent. C'est parti pour que le monde reste heureux, Montag! Mais, ça va, Montag? Il y a quelque chose qui vous chiffonne? C'est chez moi. Notre bon vieux Montag a voulu voler près du soleil. Et maintenant qu'il s'est brûlé les ailes, il se demande comment c'est arrivé. Ne me serais-je pas bien fait comprendre quand j'ai envoyé le limier rôder autour de chez toi? Je veux que tu fasses ce boulot tout seul, Montag. Pas avec du pétrole et une allumette, mais morceau par morceau, au lance-flamme. C'est ta maison, à toi de faire le ménage. Le limier est dans le coin, alors pas de bêtises. Prêt? Prêt. Je libère le cran de sûreté du lance-flamme. Feu! Je brûle tout ce qui montre que j'ai vécu dans cette maison. Et comme avant, c'est bon de répandre l'incendie. Les livres, Montag! Et les livres! De sautiller, de danser comme des oiseaux rôtis, des plumes rouges et jaunes en brasant leurs ailes. Quand tu en auras fini, considère-toi en état d'arrestation. La maison s'effondre en une masse de braise rougeoyantes et de cendres noires. Je suis comme statufié. Le lance-flamme entre mes mains inertes, le visage maculé de suie. Montag, espèce d'idiot. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, à planquer des livres? Tu ne t'es quand même pas laissé avoir par le numéro de cette petite idiote? Les fleurs, les papillons, les feuilles, les couchers de soleil. Ah bon sang, j'ai mis dans le mille. Tu devrais voir ta tête. Quelques brins d'herbe et les quartiers de la lune. Quelle blague. À quoi tout ça lui a servi? Elle voyait tout. Elle ne faisait de mal à personne. Elle laissait les gens tranquilles. Tranquille? Je t'en fiche.
Elle était toujours là à te causer, non? Une de ces satanées bonnes âmes, avec leur silence outragé, sous-entendant que tu ne leur arrives pas à la cheville, Leur art consommé de te donner mauvaise conscience, bon Dieu, elle se lève comme le soleil de minuit pour te faire transpirer dans ton lit. Maintenant, elle est partie. Je ne me souviens même pas de son visage. Ah, les McLennan. On les surveillait de près. On a eu quelques fausses alarmes quand ils habitaient Chicago, mais on n'a pas trouvé le moindre livre. L'oncle avait un dossier coup-ci, coup-ça. Asocial. La fille, une bombe à retardement. J'en suis sûr. Elle ne voulait pas savoir le comment des choses, mais le pourquoi, ce qui peut être gênant. On se demande le pourquoi d'un tas de choses et on finit par se rendre très malheureux à force. Il vaut bien mieux pour cette pauvre fille qu'elle soit morte. Morte? Heureusement, les toqués dans son genre sont rares. À présent, on sait comment les étouffer dans l'œuf. Non! Je libère le cran de sûreté du lance-flamme. Le regard de Bitty se fixe aussitôt sur mes doigts. Ma foi, voilà un bon moyen de s'assurer un public. Mettre un homme en joue et le forcer à vous écouter. Allez, fais-nous ton petit laïus. Qu'est-ce que ce sera cette fois? Allez! Vas-y! Presse la détente! Nous n'avons jamais brûlé ce qu'il fallait! Puis le capitaine n'est plus qu'une torche hurlante, un pantin désarticulé, gesticulant, bafouillant, sans rien d'humain ni de reconnaissable, une masse de flammes qui se tord tandis que je continue de l'arroser de feu liquide. Bitty se contorsionne interminablement, enfin il se recroqueville comme une poupée de cire carbonisée, s'immobilise, et le silence se fait. Les deux autres pompiers sont statufiés. Je réprime ma nausée, le temps de braquer mon lance-flamme sur eux. Retournez-vous! Et je les assomme. Ils s'écroulent. Là, le limier fait un bond, s'élevant à plus d'1 mètre au-dessus de ma tête avant de retomber sur moi, l'aiguille de procaïne pointant furieusement son unique dent. Je piège le chien de métal dans une fleur de feu qui le dote d'une nouvelle parure, tandis qu'il s'abat sur moi, m'expédiant à 3 mètres contre un arbre. Il me saisit la jambe et plante un instant son aiguille avant que le feu ne le reprojette en l'air, désarticule son ossature métallique et fasse exploser ses entrailles en un ultime rougeoiement. Allongé par terre, je regarde la créature battre l'air et mourir. Et maintenant, pauvre idiot, qu'est-ce que tu vas faire? Regarde ce gâchis, il n'y a pas de serpillière, merde. Idiot, pauvre idiot, allez, va te livrer. Non, on sauvera ce qu'on pourra. On fera ce qu'il faut rester. On fera ce qu'il reste à faire. Allez, avance. Avance, tu peux pas rester ici. Bitty voulait mourir. Il a voulu mourir. Il est resté là. Hein? Oui, il est resté là sans vraiment chercher à sauver sa peau. Il est juste resté là. Il est resté là à plaisanter, non? Il a voulu mourir. Allez, je peux pas rester là. Communiqué de la police. Criminel en fuite. Recherché pour meurtre et crime contre l'État. Nom, Guy Montag. Profession, pompier. Retiens bien ça. Aperçu pour la dernière fois sur les lieux de l'incendie. Qui brûleront. À présent, ce n'est pas plus compliqué que ça. Nous recherchons un homme en qui fuite. te brûleront. Allez, Nous recherchons un homme seul, à pied. Je me rabats dans l'ombre. Une station-service se dresse un peu plus loin. Pour l'instant, il me faut être propre et présentable. Je me rends discrètement aux toilettes. Je me lave les mains, la figure et me sèche avec une serviette en faisant le minimum de bruit. À travers la cloison d'aluminium, j'entends une radio. La guerre vient d'être déclarée. Les forces ennemies ont pénétré sur le territoire. Notre armée et nos forces spéciales s'apprêtent à déployer tout l'arsenal nécessaire pour les repousser. 1h57, vendredi 5 novembre.
Je m'efforce de me sentir bouleversé par l'impavide communiqué de la radio. Mais non, rien ne se produit. La guerre va devoir attendre 1 heure ou 2 avant de se trouver une place dans mon dossier personnel. Je sors des toilettes et m'enfonce dans l'obscurité pour me retrouver enfin au bord du boulevard désert. La chaleur de mon corps suffit à faire trembler l'air. Je constitue une cible phosphorescente. Je le sais, je le sens. Et voilà qu'il me faut me lancer dans mon petit parcours. Pour aller où? Nulle part. Je n'ai aucun endroit où me réfugier, aucun ami vers qui me tourner. Sauf, non, le professeur Faber. Et je sens que d'instinct, je me dirige vers sa maison. Professeur, je suis en route pour Dieu sait où. Je me suis conduit comme un imbécile. Le capitaine Beatty est mort. Je l'ai tué avec mon lance-flamme. Oh mon Dieu, comment tout ça est arrivé? Pas plus tard que l'autre nuit, tout allait bien et d'un seul coup me voilà en train de me noyer. Voilà Beatty mort, qui était mon ami autrefois, et ma maison réduite en cendres, et mon boulot envolé, et moi en cavale. Mon Dieu, mais tout ce que j'ai pu faire... Vous avez fait ce que vous deviez faire. Mais maintenant me voilà chez vous, à vous compliquer la vie, là. Il se peut qu'il me suive jusqu'ici. Il y a des années que je me suis pas senti aussi vivant. Peut-être parce que je me comporte enfin comme il se doit. Que comptez-vous faire? Continuez à fuir. Vous auriez intérêt à vous diriger vers le fleuve. Longez-le, et si vous arrivez à atteindre la vieille voie ferrée, suivez-la. Il paraît qu'il y a des camps de vagabonds un peu partout dans le pays et que si on marche assez longtemps, on trouve de tas de vieux diplômés de Harvard sur les rails. La plupart d'entre eux sont recherchés dans les villes. Vous pourriez vous terrer quelque temps avec eux et reprendre contact avec moi à Saint-Louis. Je pars ce matin par le bus de 5 heures. Je vais y voir l'imprimeur à la retraite. Je ferai mes filets. Attendez. Écoutons ce que dit la radio. Message, Guy Montagne, toujours en fuite. Un nouveau ligne robot a été livré par un arrondissement voisin. Ce ligne robot est infaillible. Jamais cette incroyable invention n'a laissé échapper sa proie. Ce soir, notre chaîne est fière de pouvoir suivre le ligne par hélicoptère caméra. Le cirque doit continuer, hein. Même si on entre en guerre dans moins d'1 heure et Dieu, tout ce remue-ménagerie pour moi. Le ligne robot est à présent déposé par hélicoptère sur les lieux de l'incendie. Faut que j'y aille, excusez-moi pour tout. Tout quoi? Moi? Ma maison? C'est bien fait pour moi. Filez pour l'amour de Dieu. J'arriverai peut-être à les retenir ici. Attendez, il ne sert à rien qu'ils vous attrapent. Après mon départ, vous allez jeter tout ce que j'ai touché dans un incinérateur mural. Vous allez mettre la climatisation à fond et vaporiser de l'insecticide. Ensuite, branchez vos arroseurs. Faites-les jaillir aussi haut que possible, qu'ils aspergent les trottoirs. Avec un peu de chance, on peut au moins effacer toute trace jusqu'ici. Je vais m'en occuper. Bonne chance. Si ça va bien pour nous deux la semaine prochaine ou celle d'après, contactez-moi à Saint-Louis. Bon Dieu, j'espère que ça va marcher. Je m'éloigne de la maison de Faber, à toutes jambes, en direction du fleuve. Depuis la rue, je vois, par la fenêtre, tous les habitants devant leur mur écran. Ils regardent le limier robot qui galope, aussitôt arrivé, aussitôt reparti. À présent, le limier robot est à Elm Terrace, Lincoln, Oak Park, enfilant la ruelle qui mène à la maison de Faber. Passe devant, limier. Passe devant, t'arrête pas. Sur l'écran, la maison de Faber, avec son système d'arrosage qui palpite dans l'air nocturne. Le limier marque un temps d'arrêt, frémit de tout son corps. L'aiguille de procaïne jaillit et se rétracte 1 fois, 2 fois, ouf. Le limier robot se détourne de la maison et replonge dans la ruelle. Allez, attends, c'est pas un feuilleton, il faut que je cours. Nom de Dieu. La ruelle, une rue, l'odeur du fleuve, jambes en l'air, jambes par terre, jambes en l'air, par terre. 20 millions de Montag en train de courir, ce sera bientôt si les caméras m'attrapent. Derrière moi, en ce moment, 20 millions de limiers qui aboient en silence. La population du secteur d'Elm Terrace a procédé comme ceci. Que dans chaque rue, chaque habitant de chaque maison ouvre sa porte ou regarde à ses fenêtres.
Le fugitif ne peut s'échapper si chacun regarde dehors dans la minute qui suit. Nous allons compter jusqu'à 10. Prêt? 1, 2... Je sens la cité qui se dresse. Je sens la cité qui se tourne vers ces milliers de portes. Les gens qui avancent comme des somnambules dans leurs couloirs. Je sens leurs mains sur les poignées de porte. Et l'odeur du fleuve, fraîche, telle une pluie compacte. Ma gorge est en feu et mes yeux desséchés par la course. Les poignées de portes, 5000 portes, tournent. Je dépasse la dernière rangée de maisons, dévale une pente qui plonge vers la masse noire en mouvement. Les portes s'ouvrent. J'imagine des milliers de visages scrutant les cours, les ruelles et le ciel, mais j'ai atteint le fleuve. Je m'avance dans l'eau et je me laisse emporter dans le noir. Il est à 300 mètres en aval quand le limier atteint le fleuve. Une tempête de lumière s'abat sur le fleuve et Montag plonge sous le vaste embrasement comme si le soleil venait de percer à travers les nuages. Il se sent emporté dans le noir par le courant. Puis les projecteurs se redirigent vers la terre, les hélicoptères se rabattent sur la ville comme s'ils avaient repéré une autre piste. Ils sont partis. Le limier est parti. Il n'y a maintenant plus que l'eau froide du fleuve. Et je flotte dans une paix soudaine, loin de la cité, des lumières et de la traque, loin de tout. Le fleuve me berce doucement. Les rives ténébreuses défilent tandis que je m'enfonce dans la campagne moutonnante. Il sent son talon heurter le fond, toucher des cailloux et de la rocaille, racler du sable. Il s'arrache au fleuve, la terre se rue vers lui comme un raz-de-marée. Des milliards et des milliards de feuilles jonchent le sol. Je me mets à patauger dans cette rivière sèche qui sent le clou de girofle et la poussière chaude et les autres odeurs. De partout s'élève un arôme de pommes de terre coupées, crues, froid, tout blanc d'avoir passé la plus grande partie de la nuit sous la lune. Il y a une odeur de cornichons sortis de leur bocal, de persil en bouquet sur la table, un parfum jaune pâle de moutarde en pot, une odeur d'œillet venue du jardin d'à côté. Je ne suis plus vide. Il y a largement ici de quoi me remplir. Il y en aura toujours plus que largement. Il repart en trébuchant dans la nappe de feuilles. Et au milieu de ce monde étrange, un détail familier, son pied heurte un obstacle qui rend un bruit mat. Il tâte le sol de la main sur 1 mètre de ce côté-ci, 1 mètre de ce côté-là. La voie ferrée. Je suis sûr d'une chose. Un jour, autrefois, Clarisse a marché là où je suis en train de marcher. Je continue ma route. Une demi-heure plus tard, transi de froid, j'aperçois un feu droit devant moi. Il disparaît puis redevient visible, à la façon d'un clin d'œil. Mais il est bien là, et je m'en approche. Il me faut un bon quart d'heure pour me retrouver vraiment à proximité des flammes. Et je reste là à observer. C'est un feu étrange. Il ne brûle pas. Il réchauffe. Je vois des mains tendues vers sa chaleur. Et au-dessus des visages immobiles qu'anime seulement la lueur dansante des flammes. Allez. Vous pouvez vous montrer, tout va bien. Vous êtes le bienvenu. Je m'approche lentement du feu et des 5 hommes assis là. Un peu de café? Merci. Merci beaucoup. Tenez, buvez ça aussi. Ça
Ça va changer l'indice chimique de votre transpiration. Avec le limier à vos trousses, le mieux c'est de faire cul sec. Vous allez puer comme un lynx, mais c'est très bien comme ça. Vous connaissez mon nom? Ouais. On a assisté à votre chasse sur cet écran. On a pensé que vous étiez dans le fleuve. Et puis les hélicoptères caméras ont obliqué vers la ville. Vers la ville? Jetons un coup d'œil. La chasse continue au nord de la ville. Les hélicoptères de la police convergent sur l'avenue 87 et L35. C'est de la poudre aux yeux, hein. Vous les avez semés au bord du fleuve. Mais le spectacle doit courir vers sa conclusion. S'ils se mettaient à passer le fleuve au peigne fin, ça risquerait de prendre toute la nuit. Alors en ce moment, ils sont en train de dénicher un bouc émissaire pour finir en beauté. Regardez. Dans quelques minutes, ils vont attraper Montag. Quoi? Regardez. La caméra plante le décor. Suspense. Plan d'ensemble. En ce moment, un type est en train de faire un petit tour à pied dans cette ruelle. Un original. N'allez surtout pas croire que la police n'est pas au courant des habitudes de ces types qui se promènent comme ça le matin pour rien ou parce qu'ils souffrent d'insomnie. On ne sait jamais quand ce genre d'information peut être utile, et aujourd'hui, c'est le cas. Ça permet de sauver la face. Oh mon Dieu. Regardez. Ça y est. Ils ont appréhendé Montag. La caméra s'abat sur la victime en même temps que le limier, et l'homme de hurler. Silence. Ténèbres. Les recherches sont terminées. Le pompier Montag est mort. Un crime contre la société vient d'être vengé. Nous allons maintenant vous emmener sous la coupole de l'hôtel Luxe pour une demi-heure de Juste avant l'aube, une émission. Ils n'ont pas nettement montré son visage, vous avez remarqué? Ils ont brouillé l'image, juste ce qu'il faut pour laisser l'imagination prendre le relais. Même vos meilleurs amis pour affirmer que c'était vous. Eh les gars, le pompier Montag est mort. Bon, autant faire connaissance à présent. Voici Fred Clement, ancien titulaire de la chaire Thomas Hardy à Cambridge. Le docteur Simmons et le professeur West de l'université de Columbia. Le révérend Padover. Et enfin, moi-même, Granger. J'ai écrit un livre, vous savez, intitulé « La reconnaissance faciale, le bon rapport entre l'individu et la société ». Et voilà où j'en suis. Allez, vous êtes le bienvenu, Montag. Vous savez, je ne suis pas de votre monde. J'ai été un imbécile toute ma vie. Mais nous avons tous commis des erreurs, sinon nous ne serions pas là. J'ai frappé un pompier, venu brûler ma bibliothèque il y a plusieurs années. Et depuis, je suis en cavale. Nous ne sommes rien. Nous sommes des couvre-livres. Rien d'autre. Aimeriez-vous un jour lire La République de Platon? Évidemment. Je suis la République de Platon. Quoi? Ça vous ferait plaisir de lire Marc Aurèle? Oui. Cet homme est Marc Aurèle. Et celui-ci est Charles Darwin. Et là, vous avez Schopenhauer. Et là-bas, Einstein. Et là, juste à côté de moi, c'est Albert Schweitzer, un philosophe fort aimable. Nous sommes tous là, Montag. Aristophane, le Mahatma Gandhi, Confucius, Gandhi, Thomas Love Peacock, Thomas Jefferson, Mr. Lincoln, bien sûr. Nous sommes aussi Marc, Matthieu, Luc et Jean. Ça ne se peut pas. Mais si. Nous aussi, nous sommes des brûleurs de livres. Enfin, nous lisons des livres et nous les brûlons, de peur qu'on les découvre. Le mieux est de tout garder dans nos petites têtes où personne ne peut soupçonner ni voir ce qui s'y trouve. Notre seul désir, c'est de préserver le savoir dont, selon nous, nous aurons besoin. Pour l'instant, nous ne cherchons pas à exhorter ou provoquer la colère, car si nous sommes éliminés, c'est la mort du savoir, peut-être à jamais. Nous sommes des citoyens modèles à notre façon. Il nous arrive d'être arrêtés ou fouillés, mais nous n'avons rien sur nous qui puisse nous incriminer. Notre organisation est très souple, vague et fragmentaire. Nous attendons que la guerre éclate et qu'elle finisse aussi vite. Ça n'a rien d'agréable, mais nous ne sommes pas aux commandes. Nous constituons la petite minorité qui crie dans le désert. Quand la guerre sera finie, peut-être serons-nous de quelque utilité dans le monde. Vous croyez vraiment qu'on vous écoutera? Si c'est pas le cas, on n'aura plus qu'à attendre. Nous transmettrons les livres à nos enfants.
et nous les laisserons à leur tour rendre ce service aux autres. On ne peut pas forcer les gens à écouter. Il faut qu'ils changent d'avis à leur heure. Quand ils se demanderont ce qui s'est passé ou pourquoi le monde a explosé sous leurs pieds. Ça ne peut pas durer éternellement. Vous êtes combien en tout? Des milliers sur les routes, sur les voies ferrées désaffectées. Clochards au dehors, bibliothèque au dedans. Rien n'a été prémédité. Hein. Chacun avait un livre dont il voulait souvenir et y est parvenu. Et puis au cours des 20 dernières années, nous nous sommes rencontrés et nous avons constitué notre vague réseau et élaboré notre plan. Qu'en pensez-vous, Montag? Vous voulez-vous vous joindre à nous? Oui. Qu'avez-vous à offrir? Rien. Enfin, attendez, je pensais avoir une partie du livre de l'Ecclésiaste et peut-être un peu de l'Apocalypse. Mais... Le livre de l'Ecclésiaste serait parfait. Où était-il? Dans ma tête. Ah. Et quoi, ça ne va pas? Au contraire, tout va pour le mieux. Faites attention au marché, Montag. Veillez à votre santé. Vous êtes le livre de l'Ecclésiaste. Voyez quelle importance vous venez de prendre en un instant. Mais j'ai tout oublié. Non. Rien n'est perdu à jamais. Ça vous reviendra quand le besoin s'en fera sentir. Et puis nous possédons une méthode pour nous souvenir de tout ce qui a été lu une seule fois. Ça va pas aller fort dans les villes au cours des jours à venir. Regardez! Et la guerre commence et s'achève en cet instant. Aussi brève que le sifflement de la faux, la guerre est finie. Impossible d'y croire. L'onde de choc balaye le fleuve, nous renverse comme des dominos, soulève la poussière et fait gémir les arbres. On hurle au bord de l'asphyxie. Je me fais tout petit, les yeux hermétiquement clos. Je scie une fois et je vois la cité, à la place des bombes, suspendue en l'air. Dans un autre impossible instant, je vois la cité qui se fige, méconnaissable, plus haute qu'elle n'a jamais espéré ni osé l'être, puis la cité chavire et retombe morte. Nous sommes à terre, les yeux soudés par la poussière, suffocants et pleurants. Je me souviens... Je cramponne le sol. Je me souviens, qu'est-ce que c'est? Oui, une partie de l'Ecclésiaste. Toutes choses ont leur temps, oui. Toutes choses ont leur temps. Temps pour naître, temps pour mourir. Temps d'abattre et temps de bâtir. Temps pour tuer, temps pour guérir. Temps de se taire, temps de parler. Ça y est. Je regarde l'immense nuage de poussière retomber et l'immense silence descendre sur le monde. Et collé au sol, il me semble distinguer le moindre grain de poussière, le moindre brin d'herbe, et entendre chaque sanglot, cri, murmure qui s'élève à présent dans le monde. Nous allons nous mettre en marche, aujourd'hui, et voir le monde, voir comment il va, et comment il parle autour de nous, à quoi il ressemble vraiment. Désormais, je veux tout voir. Regarde le monde, sapristi. Regarde le monde extérieur, ce monde que j'ai sous les yeux. La seule façon de le toucher vraiment est de le mettre là où il finira par être moi, dans mon sang, dans mes veines qui le brasseront 1000 et 10 000 fois par jour. Je m'en saisis d'une telle façon qu'il ne pourra jamais m'échapper. Un jour, j'aurai une bonne prise sur lui. J'ai déjà un doigt dessus. C'est un commencement. C'est un commencement. C'était Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Un concert fiction enregistré en public au studio 104 de la Maison de la Radio le samedi 2 mars 2019.
Réalisation Alexandre Planck. Adaptation Pauline Timonier. Musique originale Quentin Sirjac. Avec Pascal Rénéric, Xavier Gallet, Judith Chamla, André Vince, Emmanuel Matt, Slimani Efsa, Philippe Bautier et Sarah Blamont. La musique était interprétée par le quatuor Ellipse. Lyodo Kaneko, Jungen Ko, Alan Sweeton et Marlène Rivière. Et les musiciens improvisateurs, Arnaud Lassus, Julien Loutelier, Johan Durand, Youen Cadieu, Vincent Torel et Quentin Sirjac. Au sound design, Anthony Capelli et au bruitage, Élodie Fiat. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Prise de son, montage et mixage, Pierre Monteil et Mathieu Tourin. Sonorisation, Romain Lenoir et Stéphane Touvenin. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury est traduit de l'anglais par Jacques Chambon et Henri Robillot et est publié chez De Noël.